Vous n'avez pas la moindre idée de tout ce que je viens de faire afin de pouvoir tourner cette vidéo. Je mets ma cam, problème carte SD, je panique, j'enlève la carte SD, je souffle dessus, je crache dessus, je la frotte, ce que vous voulez. Remets, problème de carte SD, on est dimanche, Carrefour ferme dans une demi-heure. Je cours à Carrefour, j'achète une carte SD, je rentre, je mets la carte SD, ça marche. Hello, c'est Estelle, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo écriture. Vous le savez peut-être ou pas, mais là actuellement, je suis en train de construire une nouvelle histoire que je prévois d'écrire pendant le NaNoWriMo de juillet. Je suis notamment en train de construire mes personnages. Et il faut savoir que moi, les personnages, c'est vraiment la partie préférée de chacun de mes livres. C'est ce que j'adore écrire, c'est ce que j'adore développer, approfondir. Quasiment tous mes livres en fait sont 100% focus sur les personnages. Je vous avais déjà fait une vidéo sur tout ce que je fais quand je veux inventer un personnage, la voix du personnage, qu'est-ce que c'est, comment je la fais pour mes personnages, etc. Et ça n'a pas changé. Et aujourd'hui du coup je vais vous donner des petits détails, des petites choses qui sont sympas à définir pour les personnages. Ce ne sont pas des trucs qui sont forcément nécessaires, mais moi je sais que j'aime bien réfléchir à ce genre de choses parce que ça m'amuse tout simplement, et puis surtout ça renforce encore plus la vision que j'ai de mon personnage. Donc du coup les 5 points que je vais vous dire aujourd'hui ils se suffisent pas du tout à eux-mêmes, c'est des petits trucs en plus, voilà. Donc si vous voulez vraiment construire un super personnage, partez pas que de ces 5 points là, c'est juste pour faire un petit peu du bonus, hein. Alors comme à chaque fois vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, si jamais ça vous amuse, si jamais vous avez envie. Construire des personnages c'est un petit peu chiant parfois, faut répondre à des questions de 50 pages, citer 3 défauts, 3 qualités, et moi ça me saoule ce genre de trucs, et du coup j'aime bien détourner ça en trouvant à la place des petits trucs rigolos, des manières un petit peu plus ludiques de créer ces personnages, des concepts dont on n'entend pas forcément parler tout le temps. Moi c'est comme ça que j'aime bien construire mes personnages. Sélectionnez ceux que vous trouvez sympas, qui vous font envie, et s'il y en a vous vous en foutez, le faites pas, voilà, clairement faites ce que vous voulez. Premièrement, un truc qui quelque part est super important, mais quelque part en fait on s'en fout totalement, mais moi j'aime bien quand même, c'est l'anniversaire. Alors trouver la date d'anniversaire d'un personnage, je trouve que ça rajoute un truc en plus, parce que fêter peut-être l'anniversaire de votre personnage, si jamais votre histoire elle dure sur 1 an, ça doit être présent dans le livre, ou du moins ça doit être mentionné. Par exemple, des fois je lis des livres et je n'en ai aucune idée de quand est-ce que c'était l'anniversaire d'un personnage, et je sais pas, moi j'aime bien quand on fête les anniversaires, je trouve que ça rajoute un côté très réaliste, et puis on peut faire une super soirée. Décider d'une date d'anniversaire, ça peut toujours être utile, même pour savoir quel âge a votre personnage, selon quand est-ce que votre histoire se déroule. Si votre histoire elle se déroule en mai, et que vous savez que votre personnage, son anniversaire c'était en février, et vous savez quel âge il a, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, voilà. Mais, vous vous en doutez peut-être. Quelle est la question sous-jacente? Ah le signe astrologique. Je suis très attachée à donner un signe astrologique à mes personnages, et là je vous arrête tout de suite. Je m'en contrefous que si l'astrologie ça existe pas. Si vous voulez mon avis, allez faire de la physique, allez étudier les interactions gravitationnelles. Les planètes ont un effet les unes sur les autres, alors je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas d'effet sur Terre. Moi ça me fait rire, ça me fait réfléchir à mon personnage, je me dis tiens il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça, quel signe astrologique ça pourrait lui correspondre. Et puis moi je sais pas vous, mais quand je lis un livre et que j'arrive à savoir ce que c'est le signe astrologique du personnage, mais ça me met dans un état de joie énorme. Surtout si par exemple le personnage a le même signe astrologique que moi, je suis en mode oh ouais team machin et tout. Je sais pas, ça rajoute un petit peu de proximité avec vos lecteurs parce que tout le monde a un signe astrologique. Alors évidemment on sait tous très bien que le comportement d'une personne c'est pas du tout le cliché des signes astrologiques, il faut prendre en compte le signe lunaire, l'ascendant, le thème astral en général, mais on va rester très simple. Je vais vous dire les signes astro de mes personnages, des analogies par exemple. Rose est Lion, Max est Lion, Julien est Verseau, Alban est Poisson, Louella est Capricorne, Ilia est Vierge, Lila est Bélier, et Stella est aussi Capricorne il me semble. Et moi ça me rend heureuse tout simplement, donc je le fais. Deuxièmement, si vous faites quelque chose avec une romance, je trouve que c'est important d'y réfléchir, mais c'est pas non plus indispensable, c'est la love language de votre personnage. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des psychologues, etc. qui ont réalisé que chaque personne a une manière de montrer son amour aux autres, et en fait ça dépend des gens. On n'a pas du tout tous la même manière de montrer son amour, tout comme on n'a pas la même manière de reconnaître l'amour qui nous est donné. C'est pour ça que souvent il y a des embrouilles entre couples, parce que toi tu penses que tu donnes de l'affection parce que c'est ta manière à toi de le faire, mais en face la personne elle capte pas du tout ça, et du coup elle se sent en manque d'amour alors qu'en fait tu lui en donnes, mais c'est juste que comme vous n'avez pas la même love language, et il y a du souci. Donc après plusieurs études en fait on a réalisé qu'il y en avait 5, et décider de la love language d'un personnage, je trouve ça peut tout de suite rajouter beaucoup plus
de précision, vous savez, on va tout de suite beaucoup mieux percevoir comment est une personne par rapport à une autre. Par exemple, dans une romance, si jamais les deux n'ont pas du tout la même love language, et je trouve que ça va beaucoup plus rajouter de la texture, de la profondeur, parce qu'on va le voir, ce genre de choses. On va encore plus voir la différence entre les personnages et on va les rendre uniques en fait, parce que on leur donne des traits qui leur sont propres. Donc les 5 love language, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur internet pour regarder, il y a plein de trucs qui existent là-dessus, mais je vais en gros vous dire les 5. Premièrement, il y a physical touch, donc en gros le contact, on se tient la main, on se fait des câlins, etc., des papouilles, et bref. Acts of service, donc en clair, on est très dans la générosité, dans l'altruisme, on va faire passer les besoins de l'autre avant nous, on va toujours exécuter toutes les demandes que l'autre personne nous demande. Quality time, donc on passe du temps avec quelqu'un, on fait des choses ensemble. Words of affirmation, donc en gros on parle, vraiment, on exprime son affection, son amour avec des mots, avec des paroles, des compliments. Gifts, et les cadeaux du coup, donc on donne. Franchement ça peut être super intéressant de se poser 3 secondes et de se dire tiens, dans ma romance, truc, on va dire qu'il est comme ça, et machin, on va dire qu'il est comme ça. Et ça va même vous aider dans toutes vos scènes de romance, pour savoir comment ils vont agir. Alors après, on n'est pas forcément cloisonné dans une love language, on peut en avoir 2 ou 3 et une pas du tout, vous voyez. Troisième point, c'est le style vestimentaire. Alors ça, c'est un truc que moi aussi j'adore faire parce que, encore une fois, tu te fais plaisir, tu t'amuses. Quand on veut préparer un livre, il faut toujours s'amuser. Il faut pas que ça devienne une corvée. Moi, par exemple, ce que j'adore faire, c'est décider de, en gros, les couleurs qu'ils aiment porter, le type d'habit, ils aiment les accessoires, les boucles d'oreilles, le maquillage, les coiffures, les chaussures. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais un petit peu les styles vestimentaires des filles, des analogies, et franchement moi j'adore parce que quand je vous dis par exemple Lila, et moi je vois direct les grosses amulettes, les bracelets, les cristaux, les tenues un peu avec des broderies, des mandalas, etc. Et ça m'aide parce que tout de suite j'arrive à voir mon personnage, j'arrive un petit peu à saisir sa vibe, et du coup quand il arrive dans une pièce, et direct je sais comment un petit peu le décrire. Et je trouve que ça leur donne un peu plus de prestance de les imaginer avec leur style. Je vais souvent sur Pinterest et je me fais des petits moodboards avec toutes les tenues que j'aimerais bien que mes personnages portent. On arrive beaucoup mieux à voir le personnage, à le rendre réel si jamais on sait que il s'habille comme ci ou il s'habille comme ça. Putain, attendez, il faut que je vous montre. Est-ce que ça se voit que je me suis fait défoncer par les moustiques? Estelle, passion moustique. Le point numéro 4, c'est un petit peu, je pense, le truc le plus commun. Beaucoup d'auteurs aiment faire, et je le comprends parce que moi aussi j'aime bien le faire. Après, il y a des proportions plus ou moins extrêmes jusqu'où on va dans ce genre de truc, mais c'est simplement les tests de personnalité. Il en existe plein. Il y a les énagrammes, le MBTI. Donc moi je vous parlais du MBTI parce que c'est celui que je connais le mieux. Des chercheurs, des sociologues, des psychologues qui ont étudié le cerveau, qui ont réalisé qu'il y avait plusieurs fonctions cognitives du cerveau. On retrouvait un peu toujours les mêmes patterns, et du coup ils ont décidé de classifier tous ces patterns qu'on retrouvait dans le cerveau humain. Et c'est ça, le MBTI. Pour chaque type de cerveau, vous avez vos fonctions cognitives, vos points forts, vos points faibles, les carrières qu'on vous conseille, etc. Alors il y a plusieurs manières d'utiliser ça. Soit vous avez déjà quand même une bonne vision de qui est votre personnage et vous avez envie de vous amuser et de savoir, tiens, à quel type MBTI il correspond. Parce que vous vous dites, comme ça au moins je vais lire la fiche du type et ça va peut-être me donner encore plus de précision sur mon personnage. Donc vous allez sur stresspersonnalité.com là et vous répondez aux questions comme si vous étiez votre personnage, et à la fin ça vous sort le type de votre personnage, et là tout le monde est content. Soit vous connaissez pas trop votre personnage et vous voulez vous aspirer d'un des types pour que ce soit une base, et qu'à partir de là vous arrivez un petit peu à construire plein de choses d'autres après. Donc là, moi, je vous conseille Pinterest parce que je trouve ça va beaucoup plus vite. Vous n'avez pas besoin de lire 178 pages de tous les types. Vous écrivez MBTI memes, par exemple. Là, vous allez avoir plein d'exemples avec genre qui est plus comme ci, qui est plus comme ça. Il y a aussi une meuf sur Insta, c'est trop beau. Elle fait en fait des moodboards de chaque type MBTI. Donc là, je trouve c'est très visuel. Vous voyez vraiment le moodboard, vous vous dites ah ça, je vois mon personnage à travers ce moodboard. Et là, vous avez directement le type. Ou alors, vous avez aussi une manière qui est de ne pas forcément trouver un type, mais vous posez les questions associées aux fonctions du cerveau pour en apprendre plus sur votre personnage. Alors, c'est quoi les questions à se poser? Première lettre, c'est est-ce que votre personnage est introverti ou extraverti? Je trouve que c'est un truc qui est très sympa à savoir sur son personnage. Deuxièmement, comment est-ce qu'il perçoit le monde? Soit par ses 5 sens, donc on regarde, on entend, on se mêle, soit par son intuition. On a l'impression que si, que ça.
Troisième question, c'est comment est-ce que vous faites vos décisions? Est-ce que vous vous basez sur votre cœur, sur vos émotions ou sur la logique, des faits, vraiment, vous vous posez des questions techniques? La quatrième lettre, c'est la plus tendue à expliquer, mais en gros, c'est est-ce que vous vous organisez pour le futur ou est-ce que vous êtes dans l'improvisation? Voilà. Et donc ça, au-delà du MBTI, je trouve que c'est des questions qui sont super sympas à se poser sur ces personnages et on s'en fout de savoir qu'à la fin, vous allez avoir un type MBTI. Le plus important, c'est que vous êtes posé des questions sur votre personnage et que vous avez eu des réponses et que ça va forcément vous aider ensuite pour les écrire. Et enfin, le dernier point, les amis, c'est une question, tout simplement, qui vous permet en fait de vraiment creuser et aller hyper profond dans votre personnage. Toute notre vie un petit peu tourne autour de cette question. Et du coup, je vais vous la poser. Quelle est votre plus grande peur? Et ça, on peut aller très très loin avec ça. Trouver la plus grande peur d'un personnage, et ça va tout de suite en fait nous débloquer sur qu'est-ce qui fuit, qu'est-ce qu'il va rechercher, dans quelles circonstances est-ce qu'il va être en colère, dans quelles circonstances est-ce qu'il va être effondré. Tout ça, en fait, vous le savez si jamais vous connaissez la plus grande peur de votre personnage. Je vous donne des exemples. De ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être assez bien, de ne pas être compris, de ne pas être accepté. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, quand vous savez ce que c'est la plus grande peur de votre personnage, vous savez que c'est ce qu'il fuit à tout prix. Et que à chaque fois qu'il y a ce risque-là qui apparaît, votre personnage, il déraille totalement parce que ça trigger sa plus grande peur. Et ça, c'est hyper intéressant à travailler. Si vous voulez en savoir plus, parce que encore une fois, il y a des gens qui ont étudié ça et qui ont trouvé qu'il y a des patterns qui revenaient selon les gens qui avaient la même peur, ça s'appelle les blessures d'âme. Vous tapez les 5 blessures d'âme sur internet et en gros, c'est ce dont je viens de vous parler, mais c'est encore plus poussé. Voilà. Et voilà les amis, c'est tout pour moi. Donc encore une fois, je le répète, c'est pas du tout des choses qui sont indispensables à un personnage. C'est pas forcément les premiers trucs auxquels il faut penser, mais si on a du temps et qu'on a envie d'aller plus loin, pourquoi pas se poser ces questions-là. C'est un petit peu du bonus, j'ai envie de dire. C'est pour s'amuser, parce que l'écriture, ça doit rester quelque chose de fun. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez un petit truc sympa comme ça que vous aimez bien déterminer sur votre personnage, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.